Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour ce nouveau menu crowdfunding numéro 120, 121, je ne sais plus d'ailleurs pourquoi je compte, au bout d'un moment ça ne sert pas à grand chose. Et cette semaine, vous allez le voir, on est sur un menu encore une fois qualitativement assez léger. Par contre, il y a quelques jeux assez intéressants. Et il y aura aussi quelques projets qui sont là clairement pour vous faire prendre une hypothèque et vous faire vendre un rein, un orteil et puis quelques poils nasaux, après tout, pourquoi pas. Ceci dit, on va passer assez rapidement sur l'introduction, y compris bien sûr sur notre petit point hebdomadaire sur la chaîne, alors que je me rends compte que je n'ai pas réglé mon logiciel en fait, simplement pour vous montrer la page. La voici, ça y est, je l'ai affichée. Désolé pour le petit délai. Alors oui, d'abord on va faire un petit point sur la chaîne, mais cette fois-ci de l'autre côté du rideau, on va dire. D'abord, petit point sur la chaîne habituelle, 2310, 15, 20, je ne sais plus, abonnés approximativement, avec assez peu de nouveautés pour l'instant, si ce n'est les menus crowdfunding. On a toujours le Queen's New Capital qui est actuellement toujours en cours de campagne, pour lequel on a fait une review que vous avez ici. Qui marche pas trop mal compte tenu de l'ampleur du projet qui est assez minime, pour être tout à fait honnête, même s'il fait débat du fait de l'usage de l'intelligence artificielle pour ce qu'est de la création artistique, en partie en tout cas. Mais aujourd'hui, je vais surtout faire un petit point sur le derrière de le YouTube Game, en gros, hein, puisque vous allez voir ici, il y a quelques petites statistiques. Alors oui, vous voyez qu'on ne roule pas sur l'or, hein, on ne vit pas de YouTube, on est à 40 $ par mois sur YouTube, ce qui n'est pas énorme, mais il y a quelques petits trucs assez bizarres qu'on a toujours un petit peu de peine à expliquer sur YouTube avec l'algorithme, etc. Par exemple, tiens, je vais retourner un petit peu en arrière, excusez-moi. Si on va dans le contenu, voilà, ici, quand on regarde les derniers menus crowdfunding qui ont bien marché, par exemple, tiens, celui-ci avec 1700 vues. 1700 vues, ce menu crowdfunding avait fait 5 $, alors que le dernier, qui a fait 1030 vues, donc 700 vues de moins, lui est à 10 $. Donc allez savoir pourquoi. Alors je ne suis pas suffisamment curieux pour aller voir un petit peu les tenants et les aboutissants de l'algorithme, mais bon, peut-être que c'est parce qu'on a fait plus d'abonnés, on a fait quand même bien moins d'heures de vues, mais on gagne plus d'argent dessus. Allez savoir, je ne sais pas, peut-être que les gens ont cliqué comme des malades sur les publicités qui étaient affichées parce que c'est le Black Friday ou je ne sais plus, aucune idée. Mais c'est assez marrant de le voir. Et puis également, deuxième petit point assez drôle, c'est, comment dirais-je, la renaissance de la vidéo de Rumble Nation, saveur japonaise numéro 3. C'est une série qu'on a commencé au tout début de la chaîne et qu'on a pas tellement fait vivre dans le long terme, hein. Je crois qu'on s'est arrêté au niveau 3 sur Rumble Nation. En fait, il y a une grosse renaissance de la vidéo, parce qu'en fait, je crois qu'on est certainement une des seules chaînes francophones qui parlait du jeu, tout simplement. Et c'était quand d'ailleurs, je ne sais même plus, on va aller voir directement ensemble, ce sera juste pour le fun, par curiosité. C'était il y a 2 ans, le 10 septembre 2021, donc un peu plus de 2 ans que j'avais posté cette vidéo en solo d'ailleurs, sur Rumble Nation, excellent petit jeu japonais. Et en fait, tout simplement pourquoi le jeu a un pic comme ça, alors qu'on était encore à 420 vues il y a quoi, une semaine et demie, et qu'on est à 855 d'un seul coup. Vous voyez l'énorme pic, c'est qu'en fait, tout simplement, c'est le passe-temps, donc la boutique toulousaine qui a donc une chaîne YouTube qui est certainement bien plus connue que la nôtre, bien évidemment, qui en a parlé brièvement parce que ça faisait partie des soldes qu'il faisait la semaine dernière, je crois. Et du coup, énorme pic de vues pour les gens qui se sont un petit peu penchés sur le sujet de Rumble Nation. Et du coup, on voit un petit peu la force de frappe de chaînes comme le passe-temps, c'est assez marrant à voir. Voilà, c'est tout, c'est pour le côté un petit peu curiosité de YouTube que je vous ai fait ce petit passage, ce petit segment de la vidéo. Sans plus tarder, on va aller voir le sondage de la semaine pour le 22 novembre 2023, donc la vidéo que vous apprêtez à regarder actuellement. Il y aura donc uniquement 2 desserts cette semaine. Il s'agira de Nemesis pour la 3e et dernière itération de la licence, à savoir Retaliation. Et puis également Foodshed Magnet Special Edition, donc une édition revue et corrigée et surtout deluxifié à foison, vous allez le voir, mais qui coûte un bras. Foodshed Magnet qui a aussi été plébiscité par les votants, avec donc 13 voix cette semaine. Les autres sont un petit peu courts, hein, au niveau de Monarchs of Camelot par exemple, mais en même temps, vous verrez que ça peut s'expliquer aussi. Et puis Horizon Forbidden West, encore une nouvelle licence pour STJ, c'est quoi déjà, j'ai oublié, enfin l'éditeur anglais qui fait que des licences de jeux vidéo.
et donc ils pondent un deuxième jeu dans l'univers de Horizon. Après Zero Dawn, c'est cette fois-ci Forbidden West, donc le deuxième épisode de la série de jeux vidéo. Et puis pour le reste, je crois que pour l'instant, Philharmonix n'a pas encore fait son apparition sur Kickstarter. Est-ce qu'ils ont été repoussés d'une semaine ou quoi? Je ne sais plus. On verra ça éventuellement la semaine prochaine au pire. Pour le reste, il y aura aussi quelques petits jeux qui n'ont pas été annoncés et qui ont fait leur apparition, mais ça, vous avez un petit peu l'habitude, c'est comme ça chaque semaine, bien évidemment. Du coup, et d'ailleurs aussi à noter, très peu de votes pour le Rien pour moi cette semaine, 2 seulement. Donc il y a quand même pas mal de projets qui intéressaient les gens cette semaine et c'est plutôt positif. Sur ce, on est parti, je vous l'ai dit, vidéo avec assez peu de projets en réalité, mais quelques-uns sur lesquels on pourra s'apesantir quand même assez longuement. C'est parti! Alors que je m'aperçois que dans l'introduction, le micro était à 3 km de mon visage, donc vous aurez certainement un son assez moyen bof, hein, c'est une appellation contrôlée bien sûr, moyen bof, mais bon, c'est pas très grave, c'était l'introduction, ce n'est pas le cœur du menu crowdfunding bien évidemment. On entre donc dans la première partie de ce menu, à savoir les entrées, les petits projets qu'on présente rapidement en 2-3 minutes, le premier étant Dangerous Space, a Dungeon Pages Adventure, qui nous vient de Jason Greeno, donc c'est le cinquième projet sur Kickstarter, un habitué des petits projets qui passent un petit peu inaperçus mais qui réussissent quand même à faire des scores relativement conséquents pour un éditeur aussi mineur on va dire, puisque c'était quand même 1600 puis 2300 pour Dungeon Pages, mais bon c'était aussi comment dirais-je, un print and play, ça s'explique aussi par cela. Welcome to Reckoning, elle fait encore un peu moins. Encore un petit peu moins pour The Cursed Menagerie, donc on voit quand même qu'on est sur un éditeur qui est un petit peu en perte de vitesse malgré tout, mais on revient un petit peu des scores plus convaincants avec Dangerous Space, puisque avec 838 et 646 pour les deux derniers, là on est déjà à 700 contributeurs 7 jours avant la fin de la campagne, donc c'est plutôt un beau début de campagne on va dire pour ce jeu qui est encore une fois un print and play, à 3$, on est encore une fois sur du run and write, cette fois-ci du run and write tactique, avec une ambiance très sci-fi, très science-fiction. Pour le reste, on est quand même sur du truc assez classique, hein. Vous allez jeter des dés, et en fonction des résultats, vous allez choisir un emplacement pour noter le chiffre du dé en question, pour progresser dans votre aventure, pour faire évoluer vos personnages, etc. Bon, c'est pas vilain, visuellement c'est plutôt charmant, enfin, la DA pour le peu qu'on en a, parce que c'est vrai que c'est pas un jeu qui est très riche en artwork on va dire, mais c'est plutôt pas vilain, ça va être relativement ergonomique, c'est pour tous les amateurs de run and write qui sont pas récalcitrants envers les print and play. Pourquoi pas, je suis pas suffisamment attiré, même si encore une fois les print and play c'est quand même très peu cher, donc vous risquez pas grand chose. Il y a d'avoir une belle rejouabilité avec pas mal de variabilité, on le voit ici, hein, près de 900 façons différentes en fonction des différentes, comment dirais-je, combinaisons qui s'offrent à vous dans le jeu, donc une bonne rejouabilité. Et tout ça pour un prix très modique, donc à vous de voir si vous vous intéressez au petit run write en print and play, comme on en voit très souvent ceci dit sur Kickstarter. Voilà donc pour Dangerous Space, 700 contributeurs de 7 jours avant la fin de la campagne et déjà près de 10 000 € d'engrangés. Le projet suivant nous vient de chez Ulule et de chez Torchbearer. Et ça s'intitule d'ailleurs Torchbearer, donc le bien nommé, hein, comme celui de l'éditeur, deuxième édition en français pour un dungeon crawler par les créateurs du jeu de rôle, les Légendes de la Garde. Alors je ne pourrais pas vous dire quoi que ce soit à propos du jeu de rôle en question, puisque je n'y connais strictement rien en JDR, mais ceci dit, vous pouvez noter que le projet se supporte plutôt pas mal, avec déjà 10 000 € d'engrangés sur 52 contributions, 12 jours avant la fin de la campagne, et comme d'habitude pour ce qui est de Ulule, comme toutes les campagnes sont en français, qui plus est pour un jeu dont je ne connais pas du tout l'origine, le jeu de rôle, etc., je vous laisse parcourir par vous-même la page qui est exclusivement en français, donc ça devrait pouvoir vous suffire pour trouver les informations dont vous auriez besoin. On est sur un jeu qui possède une direction artistique plutôt pavilienne, qui semble avoir un univers assez fouillé, assez complet, parce que aussi à l'origine c'est quand même un jeu de rôle, donc ça s'explique aussi par cela. Reste à voir si vous connaissez éventuellement d'abord l'univers à l'origine de Torchbearer, et puis éventuellement ce que vous en avez pensé pour le jeu de rôle. Est-ce que c'est un jeu de rôle de qualité? Est-ce que vous êtes intéressé par le dungeon crawler qui s'offre à vous ici sur Ulule? Voilà pour Torchbearer, deuxième édition en français de ce jeu, publié aussi par Torchbearer pour le coup.
Dernière entrée de la semaine, et oui, il n'y en a que 3, on est sur quelque chose de très léger, il s'agit de Puppy Pile, n'est-ce pas mignon? On a l'habitude des jeux avec des chats, mais moi j'ai quand même une très forte préférence pour les chiens, plus particulièrement pour les gros chiens, certes, là c'est des petits chiens, mais bon, que voulez-vous, on n'est pas parfait, hein, tout le monde n'est pas parfait en tout cas. Puppy Pile, c'est un petit jeu de rôle caché, donc on ne s'y attendait pas du tout en fait, c'est un jeu de rôle caché, en fait on s'en fout un petit peu des chiens, très clairement, ça aurait pu être remplacé par des mages, par des chevaliers ou par tout autre, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme autre archétype, le pongiste professionnel, voilà. Parce que j'ai fait du ping-pong pendant 13-14 ans. Donc voilà, je vous sors le pongiste professionnel. On aurait pu faire un jeu de cartes, de jeu de rôle caché avec des pongistes professionnels. Voilà, les frères Lebrun, si vous connaissez éventuellement, qui sont au top en ce moment. Puppy Pile, 59 contributeurs, 22 jours avant la fin de la campagne. Pour l'instant, c'est pas financé. Ceci dit, c'est pas vilain. Hein, visuellement, c'est plutôt mignon. C'est même plutôt très mignon. C'est pour 2 à 6 joueurs, pour 8 ans et plus, donc très familial. Pour des parties relativement courtes, entre 25 et 40 minutes. On va chacun, au début de partie, tirer une carte qui représentera notre chien, notre petit chiot, pour le reste de la partie, et à partir de là on va tirer dans comment dirais-je, une pioche simplement, des cartes qui vont avoir des effets d'action que l'on va devoir appliquer, et on va devoir faire en sorte que lorsque la carte, comment ça s'appelle déjà, Pick a Winner, qui est ici, sort, eh bien votre chien soit au sommet de la pile. Voilà, en fonction des différentes manipulations que vous allez faire, vous allez devoir chercher à connaître quels sont les chiens qu'incarnent vos adversaires autour de la table, tout simplement, et réussir à mettre le vôtre en avant autant que faire se peut lorsque la carte Pick a Winner arrivera, sachant qu'il y en a 2 mais qu'elles arrivent un petit peu de manière aléatoire, donc c'est assez difficile à contrôler, ce qui en fait un jeu sympatoche avec des enfants éventuellement, mais au-delà de ça, pour les amateurs de jeux de rôle caché un petit peu plus experts, c'est quand même très random au demeurant. Voilà donc pour Puppy Pile, 59 contributeurs 22 jours avant la fin de la campagne, et pas de VF qui plus est, même si vous l'avez vu, hein, sur les cartes quand même très peu de texte, si ce n'est le nom, enfin les races de chiens concernés. Voilà pour Puppy Pile, et c'est tout pour les entrées de la semaine. On va maintenant s'orienter vers les plats principaux. Ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti tout de suite. J'en parlais tout à l'heure en introduction de la vidéo, Steamforged Games, l'éditeur anglais qui nous vient de Manchester, s'est donné un peu comme spécialité la création de jeux de société basés sur des IP, donc sur des licences de jeux vidéo, et rebelote avec Horizon Forbidden West, donc le second épisode de la série du même nom. Horizon, donc, du coup, après Zero Dawn, voici Forbidden West. Le jeu vidéo est sorti il y a quoi, 2 ans approximativement, et donc maintenant ils nous pondent le jeu de société en partenariat bien sûr avec Guerrilla, donc l'éditeur du jeu vidéo d'origine bien sûr. Et comme d'habitude avec Steamforged Games, ma foi, ça marche plutôt bien, hein, c'est une bonne machine, bien huilée, hein, c'est de la science en intraveineuse, ça marche toujours très bien pour eux. On est à 4059 contributeurs après 3-4 jours de campagne, donc on est quand même sur des bonnes bases, 10 jours avant la fin de cette dernière, et on est au 17e projet de Steamforged Games. On va rapidement aller voir un petit peu leur catalogue jusqu'à présent, notamment qu'ils se sont fait connaître par Devil May Cry, qui avait fait déjà un beau résultat, 2500 à l'époque, même si c'était pas leur plus gros projet bien sûr, hein. Le premier c'était quand même Resident Evil, qui avait fait quand même bien parler de lui. Ensuite on avait aussi Horizon Zero Dawn justement, Resident Evil 3, on a aussi Bard's Song qui pour le coup lui n'était pas un jeu vidéo à l'origine je crois, mais une création originale. Monster Hunter bien sûr, encore du Resident Evil, on avait encore Euthia Resurrected, c'est vrai, qui n'était pas un jeu vidéo mais qui était une, comment dirais-je, une licence qui se sont appropriées d'un éditeur polonais ou tchèque, je ne sais plus, qui avait fait faillite, bref on s'en fout. Puis Elden Ring, encore un autre jeu vidéo, et plus récemment un second épisode pour Monster Hunter World qui avait fait quand même près de 13 200 contributeurs, 14 000 pour Elden Ring, etc. Donc on est généralement sur des très beaux résultats pour Steamforged Games. Et pour l'instant, Horizon Forbidden West, vous l'avez vu, à 4000 contributeurs, ça commence pas trop mal. C'est déjà mieux, non c'est pas mieux, c'est quand même la moitié de Horizon Zero Dawn, mais ceci dit, il reste un peu plus d'une semaine de campagne, donc on devrait pouvoir atteindre un score relativement similaire. Le premier épisode était plutôt pas mal si on en croit les critiques, n'était pas non plus, comment dirais-je,
exempt de toute critique non plus, soyons honnêtes, mais il avait l'air de faire le job pour tout amateur de la série de jeux vidéo. Je crois que le jeu le plus convaincant à ce jour, selon les critiques, encore une fois, au-delà de Earthia, qui n'est pas un jeu de chez eux vraiment à l'origine, c'est peut-être Elden Ring qui avait fait plutôt bonne presse à l'époque. Et donc ils nous reviennent avec Horizon Forbidden West qui vous propose une expérience relativement similaire, enfin similaire en bien des points en tout cas, à celle du premier épisode, donc de Horizon Zero Dawn, ce qui est assez logique puisque c'est la continuité, c'est la suite de l'histoire, à savoir une expérience en coopération. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 60 à 90 minutes. Vous allez avoir différents arcs d'histoire qui sont un peu dans la continuité du jeu vidéo, du second épisode du jeu vidéo. C'est un jeu de deck building, vous allez partir avec un personnage que vous allez faire progresser au fur et à mesure, auquel vous allez faire acquérir de nouvelles compétences, auquel vous allez attribuer de nouveaux équipements également, avec un système de combat assez sympa, parce qu'il y aura aussi pas mal de pièges que vous allez déposer pour justement, comment dirais-je, vous débarrasser des différentes bestioles mécaniques qui se présenteront devant vous, ou également aussi des adversaires humains, parce qu'il y en aura aussi un paquet, et puis il y aura aussi du craft d'équipement, comme dans le jeu vidéo bien évidemment. Pour le reste, je crois qu'on est sur un truc à 25 heures de campagne, puisque oui, on est sur une campagne narrative aussi, rejouable, hein, ceci dit, parce qu'il y aura différents embranchements, vous ne vivrez pas forcément 2 fois la même aventure, mais en revanche, sachez que la campagne en l'état, elle fait à peu près 25-30 heures si mes souvenirs sont bons, et vous aurez bien sûr du kilo plastique, comme à l'accoutumée avec Steamforged Games, des miniatures qui sont d'ailleurs plutôt classe en règle générale. Je me demandais un peu ce que ça allait donner justement pour les créateurs mécaniques, qui sont quand même assez dans les détails, quoi, en gros, hein. Pas mal de petites pièces dans le jeu vidéo qui les composent, parce qu'au final ça fait un énorme amas mécanique, mais en réalité c'est plein de petites pièces, et du coup c'est plutôt bien reproduit visuellement parlant. Les pledges, on a d'abord le Marshall Pledge à 145 $ contre 235 non, en boutique en termes de contenu. En tout cas, c'est ce qu'ils indiquent durant la campagne. Ça fait quand même une énorme réduction. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça, mais bon, que sais-je, je ne sais rien. On aura donc dans ce pledge le Seeds of Rebellion Core Box que vous voyez ici, donc c'est la boîte de base en gros. On aura ensuite 2 extensions incluses, à savoir le Tremor Tusk et le Slither Fang, donc 2 créateurs mécaniques en plus qui auront leur propre miniature bien sûr. On aura aussi toute une extension qui enfin qui contiendra en fait l'essentiel des SG, des stretch goals quotidiens. Plus également une petite upgrade pack pour ceux qui possèdent déjà le jeu d'origine, mais qui pourront donc l'upgrader via ce petit pack gratos durant la campagne. Alors qu'y a-t-il dans la boîte de base justement? Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de minis, mais il y en a quand même, c'est du kilo plastique, soyons honnêtes. Il y a aussi donc le petit livre narratif ainsi que 2 livrets de rencontres, de prompts scénaristiques on va dire. Ensuite plus de 500 cartes et plus de 100 tokens et dés, etc. etc. Voici donc un petit aperçu de ce que vous aurez dans la boîte, avec les différents personnages que vous serez amenés à contrôler, avec leur équipement de base, on va dire. Ils auront aussi bien sûr leurs aptitudes qui leur seront propres, hein. Ça reste un truc asymétrique également, asymétrique qui va venir se développer au fur et à mesure que vous allez acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux items, etc. bien évidemment. Ensuite, vous allez voir que dans le pledge, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une extension qui contient en fait l'essentiel des stretch goals, mais c'est un petit peu sale, soyons quand même honnêtes, parce qu'en fait, tout simplement, cette extension que vous voyez ici, elle fait partie intégrante du pledge, de n'importe quel pledge en réalité, un free with every pledge, donc n'importe quel pledge durant la campagne, vous aurez cette boîte offerte. Mais en fait, vous êtes un petit peu obligé de backer ce projet sur Kickstarter plutôt que de l'attendre en boutique, en tout cas si vous êtes très fan de l'univers de Horizon, parce que l'héroïne de base des 2 jeux, donc qui est Aloy, si mes souvenirs sont bons, qui est ici, eh ben, elle est contenue dans cette boîte d'extension exclusive à Kickstarter. Autrement dit, en boutique, vous ne pourrez pas mettre la main dessus, à moins que votre ludicaire du coin ait fait un gros pledge boutique, en gros avec 15-20 unités, auquel cas vous pourrez mettre la main dessus en boutique, mais en réalité ce sera beaucoup plus compliqué de mettre la main sur l'héroïne de base des 2 jeux vidéo si vous attendez la sortie boutique, quoi, en gros. Donc soyez avertis, c'est quand même un petit peu dommage, j'ai envie de dire, qui fait ça? Ceux qui veulent se faire de la thune, hein, en tout cas sur Kickstarter. Mais bon, en même temps, c'est de bonne guerre, il faut bien l'admettre. Donc on aura Aloy, on aura aussi Utaru,
je les connais pas très bien, hein. Kotalo, j'ai joué un peu le premier épisode de la série de jeux vidéo, c'était pas mal, mais j'ai joué quoi, une quinzaine d'heures et puis j'ai lâché, parce que finalement je trouvais pas ça aussi révolutionnaire, ce qu'on voulait bien nous vendre, nous présenter. Donc finalement je l'ai laissé et je me suis jamais remis dessus, même si c'était sympa. Mais bon, on s'en fout au demeurant. On a aussi le petit upgrade pack, mais ça concerne uniquement ceux qui ont déjà le jeu d'origine, le premier épisode, et qui voudraient le corriger ou le modifier un tout petit peu avec ce petit pack gratis. Ensuite, on a une extension Lowlands qui vient acheter de nouveaux monstres mécaniques, de nos personnages bien sûr également, avec pas mal de petits aperçus, des miniatures qu'on voit donc très détaillées, très classe quand même, hein, surtout au niveau des bestioles mécaniques, vraiment très très bien foutues. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, le petit How It Played, rapidement. On est encore une fois sur un livret à fascicules sur lequel vous allez évoluer. Il y aura différentes maps et bien sûr une vingtaine d'heures, peut-être un peu plus, de campagne avec des scénarios, avec des différents prompts scénaristiques en fonction de ce que vous allez réussir à faire au cours d'une partie, d'une mission, ou les choix que vous allez faire aussi en fonction de ce qui vous est présenté en fin de partie. J'imagine que vous aurez certains choix qui vous seront offerts. Bref, vous aurez différentes aventures à aller vivre avec une certaine rejouabilité, même si forcément qu'après une première campagne, la deuxième sera un petit peu moins attrayante parce qu'il n'y aura pas l'aspect de la nouveauté, mais apparemment ça reste suffisamment rejouable. On continue à aller voir rapidement les frais de port également, parce que ça reste assez intéressant aussi pour les finances de tout un chacun. Pour le Canada, c'est 35 livres. Attention, on parle en livres sterling ici, donc il faudra faire le petit transfert, mais ça fait bien 45 € à mon avis. Je ne sais même pas en dollars canadiens, bien sûr. Pour la Belgique, 25 livres. Pour la France, 28. Ensuite, pour nos amis suisses, par exemple, c'était ici, 90 livres. Là, c'est l'hémorragie interne pour tous ceux qui suivent la vidéo depuis la Suisse. Vous avez désormais clairement un caillot de sang bloqué quelque part dans votre cerveau. Désolé, mais oui, 90 livres de frais de port pour Horizon Forbidden West pour la Suisse, ça pique très très méchamment. Même chose pour Monaco, mais bon, pas de pitié pour les monégasques, vous êtes tous des gros bourges comme on le sait tous. Hein. Ensuite, pour l'Asie, au Japon, on est quand même nous-mêmes sur du 55 livres de frais de port, c'est quand même pas donné non plus, mais comme d'hab, nous, on n'a pas la TVA par-dessus, donc ça change quand même pas mal de choses. Bon, suffisamment quand même cher pour être noté. Et au-delà de ça, au demeurant, je ne suis pas spécialement intéressé par le jeu, fort heureusement pour mes finances. Voilà donc pour Horizon Forbidden West, Seeds of Rebellion. Pour l'instant, on est quand même sur un beau début de campagne, avec 4060 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne, et déjà plus de 500 000 € d'engrangés. En réalité, c'est peut-être ici le jeu qui m'intéressait le plus cette semaine, et pourtant je ne l'avais pas vu venir, alors que même qu'il s'agit d'un éditeur que j'apprécie plutôt bien, à savoir RTPia Games. Alors, j'apprécie bien, c'est un bien grand mot, c'est pas un éditeur que je connais vraiment de fond en comble. En réalité, c'est juste que j'ai une certaine, comment dirais-je, tendresse envers lui, parce que c'est l'éditeur derrière The Pursuit of Happiness, que vous connaissez en version francophone sous le titre de La Quête du Bonheur, chez Super Nipple si je ne me trompe pas. Qui est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est un jeu assez atypique en termes de thématique, c'est vraiment les Sims, mais version jeu de société. J'y joue peu, j'y joue peut-être une fois ou deux par an, mais c'est toujours un gros kiff. Alors que pour l'instant, enfin, pour l'instant, pas du tout, en l'état, il n'a pas grand-chose de révolutionnaire ce jeu, mais vraiment c'est un gros kiff. Mais il y avait aussi pas mal d'autres jeux qui m'intéressaient chez eux, à savoir par exemple... c'était quoi? Ah, c'était pas sur ce label-là, excusez-moi. Je confonds, c'est le même auteur, mais c'était pas le même éditeur. Mais il y avait ce jeu avec des tuiles dans toutes les sens, très biscornues, dans lequel on créait un hameau, Hamlet, justement, Hamlet. Et puis aussi Ceres, qui pour le coup a une thématique qui m'attire pas des masses, mais qui a des très bons retours, donc j'étais quand même un petit peu intéressé. Mais je confondais par contre avec l'éditeur de Hamlet, parce que c'est le même auteur que Pursuit of Happiness, mais aucun rapport en réalité. Quoi qu'il en soit, Firefighters on Duty, nouvelle édition, parce que oui, il s'agit là encore d'un jeu qui a déjà connu une sortie par le passé, mais qui fait une petite refonte visuelle, et puis également un petit peu de polish, un petit coup de polish sur les règles bien sûr, et puis le matériel est un petit peu différent, un petit peu deluxifié également. Pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà Firefighters on Duty, autrement dit les pompiers en mission, un petit peu moins classe comme souvent, hein, les paroles de chansons par exemple, quand vous les traduisez de l'anglais en français, généralement c'est une catastrophe.
Bon, c'est parfois un peu la même chose pour les titres de jeux de société. Hein. Pompier en mission, c'est pas vendeur. Mais bon, c'est le cas ici pour Firefighters on Duty, 1600 contributeurs approximativement 12 jours avant la fin de la campagne et déjà 100 000 € d'engrangés pour Artipia Games sur ce projet. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est un jeu coopératif pour 30 à 45 minutes, donc des parties très courtes. Hein. Vu le matos qu'on a ici, on s'attend à un jeu qui dure plutôt 1 heure et demie, mais en réalité c'est un jeu qui se sort très facilement et qui est bouclé en 45 minutes approximativement. Et c'est pour 14 ans et plus. C'est un jeu donc coopératif, comme je le disais tout à l'heure, qui vous propose d'incarner des pompiers qui vont bien sûr partir à la rescousse des différents habitants d'une ville donnée, avec différents scénarios, vous allez le voir, il y aura différentes pages qui vous proposent différents alignements, différentes combinaisons de tuiles et d'événements que vous devrez bien traiter avec votre équipe de pompiers bien sûr. C'est un jeu donc coopératif, mais en temps réel, chacun va jouer en même temps, c'est un petit peu la panique, c'est timé le tout avec, je crois, des tours de 2 minutes, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 2 minutes. Avec 6 tours au total pour couvrir l'essentiel des incidents qui se passent autour de vous. Et donc, bien sûr, le fait que ce soit en temps réel, même si la communication est autorisée, bien sûr, et que vous manquiez forcément, fatalement, de temps, eh bien, fait qu'il n'y a pas possibilité vraiment d'avoir un alpha player, à moins que le gars ait 183 de QI, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc vous devrez ici éteindre des feux, bien sûr, hein, vous êtes quand même des pompiers au demeurant. Vous devrez aussi secourir des civils, vous devrez aussi répondre à des appels en détresse de certains citoyens, mais vous ne pourrez malheureusement pas secourir des petits chats perchés dans des arbres parce que ces cons ne savent plus redescendre une fois montés. Eh bien non, ça ne fera même pas l'objet d'une extension, et ça c'est la grosse déception de la journée. Pas de petits chatons perchés dans les arbres. Mais bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Ensuite, what's in the box? D'abord, les différentes tuiles qui vont venir composer les différents scénarios de votre partie, bien sûr, avec les différents agencements possibles et imaginables. Ensuite, les différentes miniatures de véhicules, ainsi que les meeple screen print, qui plus est, des pompiers ainsi que des civils, les dés spécialement conçus pour le jeu, les petites flammes, les petits éléments en bois, donc les haches, les bouches d'incendie, etc. Bref. Le matos que vous voyez ici, avec également des petits éléments en double épaisseur, si mes souvenirs sont bons, et c'est ça, dual layered. On continue avec un max de tokens également, et puis ensuite on arrive aux pledge levels. Vous voyez qu'il y a un S pour le principe, mais en réalité il n'y a vraiment qu'un seul niveau de pledge, à moins d'être un retailer, donc en gros une boutique. Donc le pledge en question c'est à 65 $ pour avoir l'édition Kickstarter, plus les stretch goals qui vont suivre également. Aussi, en add-on, vous pouvez ajouter de nouveaux sets de tuiles pour aller composer encore plus de villes avec de nouvelles pages également de scénario. Vous aurez ensuite une mini-extension Tow Truck qui apportera un nouveau camion ainsi que 8 nouvelles tuiles ainsi que de nouvelles petites règles pour l'extension en question. Et puis vous pourrez aussi prendre des petites sleeves, des protège-cartes pour la totalité de votre jeu bien sûr. On voit qu'il y a aussi pas mal de petits stretch goals qui ont déjà été débloqués bien sûr, il y en aura plus à l'avenir. On a par exemple ici un drone aussi. On continue tout de suite pour aller chercher les frais de port. Sachez que vous pourrez télécharger le livret de règles ici, mais en anglais exclusivement. Malheureusement, il n'y a pas encore de VF pour celui-ci, qui pourtant devrait pouvoir trouver son public en France également, à mon avis. Livraison prévue pour octobre-novembre 2024, plus X mois de retard comme c'est souvent le cas, mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir une campagne qui arrive à l'heure, voire même parfois, c'est rare, mais parfois, en avance. Alors, pour les frais de port, Canada, 23 $, ensuite en Europe, pour ce qui est de la Belgique ou de la France, c'est 13 $, c'est un poil plus cher bien sûr pour la Suisse, hein, on est sur du 20 $, et puis pour Monaco, ma foi, je ne trouve même pas, donc je ne vais pas vous le dire. Hein. Ensuite, pour l'Asie, chez nous, au Japon, c'est 35 $ de frais de port. Ça pique un petit peu méchamment, même si on n'a pas la TVA, pour le coup, ça reste quand même assez cher pour ce qui est de Firefighters on Duty, pour ce qui est des frais de port en tout cas. Voilà donc pour ce joli petit projet qui nous vient de Grèce. Pour l'instant, 1600 contributeurs approximativement, près de 100 000 € d'engrangés, 12 jours avant la fin de la campagne. Je suis assez intéressé par le projet, mais les frais de port sont quand même un petit peu trop rédhibitoires pour moi, malheureusement, au Japon. Autre jeu qui avait déjà connu une sortie par le passé, en 2018 si mes souvenirs sont bons, il s'agit de Heroes of Land, Air and Sea, avec une réimpression deluxifiée
par Gamelin Games. Gamelin Games que vous connaissez certainement, hein, qui est quand même assez connu sur le devant de la scène du crowdfunding de manière générale. Alors pour ce qui est de GameFound, c'est la première fois qu'ils font leur apparition sur cette plateforme, mais vous les connaissez pour toute la série des Tiny Epic que vous voyez ici. Et donc Xavier est, je crois, l'heureux détenteur de quasiment la totalité des jeux jusqu'à présent, quasiment, pas tous, mais presque. Heroes of Land, Air and Sea, déjà sorti donc en 2018 et qui fait peau neuve ici avec une version deluxifiée. C'est un jeu en 4X mais relativement abordable. C'est parmi les 4X un peu plus léger, on pourrait dire. Je crois que c'est un truc genre 3.2, 3.3 sur BGG, ce qui est pas extraordinairement complexe en soi, même si quand même c'est un jeu qui a pas mal de viande, hein, c'est quand même un jeu assez riche. Et c'est pour l'instant un truc qui a quand même pas mal attiré de monde. On est quand même déjà à 1535 backers, ce qui pour GameFound, pour une première campagne sur GameFound, est quand même un beau résultat, même si c'est vrai que l'éditeur est quand même connu de tous. 17 jours avant la fin de la campagne, et on est déjà à 233 000 $ d'engrangés, donc on est quand même sur un beau début de campagne, hein, il faut bien le dire. C'est une belle machine là encore. En même temps, c'est vrai que c'est un jeu qui bénéficie déjà d'une certaine aura parce qu'il est déjà sorti par le passé. C'est toujours pour 1 à 7 joueurs, pour des parties de 1h30 approximativement. On est sur un 4X, donc ça vient mêler différents types de mécanismes, mais principalement, c'est vrai, du contrôle de territoire, de l'exploration, bien sûr, du coup de tatane au niveau de la jugulaire, mais amical, bien sûr, un petit peu de placement d'ouvriers également, et bien sûr le tout avec pas mal de petites miniatures en plastoc dans tous les sens. Le tout dans un univers aussi un petit peu, disons, épique fantasy, mais guilleret, on va dire. Alors, continuons rapidement un petit peu, vous voyez un petit peu les éléments de deluxification qui s'offrent à vous ici durant cette campagne, avec pas mal de petites miniatures, pas forcément toutes du plus bel effet, je trouve que le château ici est pas glorieux. Mais bon, ceci dit au demeurant, sur la table ça présente plutôt pas mal, c'est quand même assez joli. Pour le reste, on est sur des trucs relativement connus, on a un terrain connu, j'ai envie de dire, un petit peu de gestion de main, placement d'ouvriers, de contrôle de territoire, pardon. Bon, c'est une expérience assez riche, mais qui est déjà assez connue, à laquelle je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer. Hein, j'ai jamais encore croisé de personnes ayant Heroes Land and Air and Sea, pardon, un peu loin, un peu fastidieux à prononcer, Heroes of Land, Air and Sea au Japon. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le tester, parce que malgré tout, il a l'air d'être assez sympatoche. Je sais que Xavier m'a dit qu'il était plutôt intéressé également. Alors, pas suffisamment pour backer à mon avis, mais quand même, il y a un petit intérêt qui s'est éveillé chez Xavier. Et donc, quel est l'intérêt d'aller backer cette campagne durant le GameFound, la campagne GameFound, plutôt que d'attendre la sortie en boutique, la sortie hypothétique en boutique en France, parce que déjà, vous aurez 30% de réduction sur le all-in. Après, le all-in, vous voyez que c'est quand même pas mal de contenu, donc vous vous doutez bien que ça va quand même coûter aussi relativement cher en termes de épiderme du fion. Voilà, parce que j'arrive pas à trouver un mot plus élégant pour le séant. Bah si, le séant c'était mieux en fait, l'épiderme du séant. Voilà. On continue, on va aller voir un petit peu les pledges qui s'offrent à vous. Vous avez ici le pledge Epic Deal, donc c'est le fameux all-in qui vous coûtera donc 299 $ contre 430 si on s'en tient uniquement à la valeur boutique théorique. Donc c'est quand même assez cher malgré tout, hein, soyons honnêtes, d'autant plus que vous vous dites que vu la taille du matos, on va avoir aussi pas mal de frais de port derrière. Ensuite, All the New Stuff Deal, 30% off également pour Events of Omur et Battle Booster Box, qui sont deux nouveautés qui n'étaient pas sorties jusqu'à présent. Ensuite, pour le jeu de base, mais donc refondu bien sûr, 85 $, avec une réduction un petit peu moins intéressante bien sûr. On a ensuite le Amazing Deal avec 144 $, encore un petit peu de réduction bien sûr. Insane Deal à 172 $, bref, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de boîtes, de plus en plus d'extensions bien sûr, mais fondamentalement le plus intéressant, ça reste quand même le all-in que l'on voit ici avec le jeu de base à 299 $. Ne vous y méprenez pas parce que ici vous avez aussi un Epic Deal à 231 qui semble moins cher, donc plus intéressant, mais sauf qu'il n'y a pas le jeu de base. Donc si vous n'avez pas le jeu de base, vous ne pouvez pas jouer même si vous avez tout ça. Donc ça serait quand même un petit peu bête, soyons honnêtes. Ensuite, on continue, on va passer très rapidement sur le How to Play parce que j'ai déjà un petit peu expliqué de quoi il s'agissait. C'est quand même un 4X, exploration, combat,
comment dirais-je, on va aussi avoir pas mal de gestion de main, de pose d'ouvrier un petit peu également. Bref, ça reste relativement classique en termes de gameplay. Et comme j'ai jamais mis la main dessus, je ne pourrais pas vous donner d'éléments concernant de potentiels twists qui le différencieraient fondamentalement des autres jeux du même acabit, de la même catégorie en tout cas. Donc du coup, on va pouvoir passer directement cette fois-ci au frais de port, alors que vous voyez un petit peu aussi au passage certaines des miniatures qui seront présentes dans le jeu. Comme ça, vu de loin, ça a l'air d'être plutôt pas vilain, même si ça va pas être non plus les miniatures du siècle, mais ça a l'air d'être quand même plutôt réussi. On continue, donc on va aller voir les frais de port comme je le disais tout à l'heure, on va passer directement ici, ça ira plus vite. Voilà, c'est pas très bien présenté, mais bon. Canada, 18 jusqu'à 40 $ en fonction du pledge que vous allez choisir, bien sûr. Plus ce sera lourd, plus ce sera cher. Ensuite, pour la Belgique, 12 à 20, pour la France, 14 à 20. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la sphère francophone? La Suisse, 16 à 26 par exemple, pour ce qui est des frais de port en zone Europe. Voilà donc pour la campagne de Heroes of Land, Air and Sea, avec cette réimpression deluxifiée d'un jeu déjà classique, quand même un 7.6 ou 7.7 je crois, sur BGG, donc un jeu qui bénéficie d'une belle cote de réputation, une belle cote d'amour, et qui reste en plus un 4X relativement abordable en termes de complexité. Vous me direz éventuellement si vous l'avez testé, et si c'est le cas, ce que vous en avez pensé. 1500 backers pour l'instant, 230 000 € d'engrangés pour Heroes of Land, Air and Sea. Et oui, j'ai dit euros alors que c'était des dollars, je vais m'en vouloir toute la soirée. Pour celui-ci, en réalité, je vais me permettre d'aller très vite pour deux raisons. La première raison, c'est que notre très bon ami Nyx a fait une vidéo de review sur le jeu, donc de Monarchs of Camelot, donc vous pourrez en apprendre bien plus en regardant sa vidéo qu'en regardant ce segment de la mienne. Et puis deuxième raison, c'est que Monarchs of Camelot se prend une torgnole au niveau de la jugulaire, avec la partie sporadique. Pour ceux qui ont la référence, qui est quand même assez évidente quand on s'en tient au titre du jeu, mais bon, quand même, la partie boulière, la partie sporadique, vous me direz ce que vous en pensez. Monarchs of Camelot, pour l'instant, ça prend vraiment pas le bon chemin. On est à 106 contributeurs uniquement, 20 jours avant la fin de la campagne, pour ce qui est le premier projet d'un nouvel éditeur grec qui s'appelle Rhapsody Games. Le nom était plutôt classe. Ça faisait un peu Queen, Bohemian Rhapsody, mais ça leur a pas porté succès, ça leur a pas porté bonheur en tout cas. C'est en plus un jeu qui est conçu par un auteur qui n'est pas non plus un inconnu au bataillon, et pourtant, malgré aussi une DA qui est quand même pas vilaine du tout, ça s'est vraiment cassé la gueule en début de campagne. J'ai pas forcément toutes les explications, j'ai pas fouillé suffisamment, mais sachez quand même qu'il s'agit d'un jeu pour 14 ans et plus, pour des parties de 60 à 120 minutes, et c'est pour 2 à 4 joueurs, un jeu dans lequel vous allez avoir une sorte de gestion de ressources de manière principale, on va dire, et dans lequel vous allez faire pas mal de décisions qui vont affecter votre destin, mais aussi ceux de vos adversaires autour de la table, et en fait également le destin de l'ensemble du royaume de Camelot. Le but étant à terme d'être choisi comme étant le nouveau monarque, le meilleur monarque du royaume de Camelot. Pour ce qui est du gameplay, récemment vous avez aussi vu un jeu qui semblait être assez similaire en termes de gameplay et de propositions, d'enjeux de gameplay également. C'était le deuxième épisode de la série des Witcher, qui était l'œuvre d'un éditeur polonais aussi, si je ne me trompe pas. J'ai un peu perdu mon Pass of Destiny, je crois que ça s'appelait, qui était aussi d'ailleurs présenté par Nyx également sur sa chaîne, qui avait fait un beau résultat parce qu'il y avait aussi la licence Witcher par-dessus, bien évidemment. Mais du coup, on retrouve quelque chose de relativement similaire en termes d'enjeux de gameplay sur Monarchs of Camelot. 49 €, c'était pas diablement cher non plus. Après, le matériel n'était pas non plus complètement fou, faut être aussi honnête, mais la DA était plutôt pas vilaine, même si je la trouve pas particulièrement séduisante non plus, pour être tout à fait honnête, mais c'est encore autre chose. Et au-delà de ça, on était aussi sur un jeu qui n'était pas forcément hyper surproduit, ce qui est plutôt agréable et rafraîchissant sur Kickstarter, où on a quand même maintenant de plus en plus l'habitude de voir des pledges minimaux à 80 boules.
ce qui est quand même pas donné. Là pour le coup, on avait un pledge relativement abordable, et on en avait un second, le Holy Grail Edition, qui vous permettait d'ajouter au jeu de base une extension intitulée What's in the Eyes of the Storm, le tout pour 82 E. Donc c'était un petit peu plus cher bien sûr, mais ça vous permettait d'enrichir un petit peu l'expérience et d'avoir peut-être aussi quelques nouveaux éléments de gameplay. Voilà, la vidéo de Nyx qui est mentionnée ici d'ailleurs. On peut rapidement lire le petit passage que l'on voit ici, hein, sans jamais plaquer son thème sur des mécanismes subtilement assemblés. Monarchs of Camelot ajoute à son versant euro une vraie ambiance d'intrigue de cour. Monarchs of Camelot adds a real atmosphere of court. Et oui, je me rends compte que je suis en train de dire la même chose mais en anglais et que ça n'a donc aucun intérêt. Le how to play, bon, je l'ai déjà mentionné un petit peu brièvement, donc on va passer assez rapidement dessus, d'autant plus qu'encore une fois, vous avez la vidéo de Nyx qui vous en parlera bien plus en détail que je ne saurais le faire dans ce petit segment de vidéo. Vous voyez la vidéo de Nyx qui se trouve ici avec 5800 abonnés tout rond aujourd'hui. Donc félicitations à toi Nyx pour ces 5800 abonnés aujourd'hui. On continue avec les frais de port. Alors les frais de port pour la Belgique, 16 à 20 euros, même chose pour la France d'ailleurs, même chose pour Monaco. Est-ce qu'il en va de même pour la Suisse? Non, c'est un peu plus cher, de 23 à 26 euros de frais de port. Ensuite pour le Canada, 22 à 28, et puis pour le Japon, 27,50 à 36, ce qui est quand même un petit peu cher également pour Monarchs of Camelot en termes de frais de port. Au-delà de ça, pourquoi ce ramassage de tronches? Pourquoi ce début de campagne en mode, comment dirais-je, galipette, atterrissage sur les gencives? Ben, ma foi, je ne saurais pas vous le dire. J'avoue que je suis un petit peu étonné. Le prix est pas exhaustif, hein, pas exhaustif, ça ne veut rien dire, n'est pas exubérant, j'ai envie de dire, c'est plutôt abordable. C'est pas si onéreux que ça. Le matériel est pas extraordinaire, mais il fait le job. La DA est plutôt pas vilaine non plus. J'ai pas suivi suffisamment la campagne pour savoir exactement ce qui cloche, mais en tout cas, il y a quelque chose qui cloche. 106 contributeurs seulement pour Monarchs of Camelot, je pense qu'on s'oriente très logiquement vers une annulation et potentiellement une seconde tentative dans les mois à venir, voire peut-être l'année prochaine d'ailleurs plutôt. Voilà pour Monarchs of Camelot. On enchaîne avec le nouveau projet de Key Enigma, que j'ai déjà mentionné à 3-4 reprises sur le menu crowdfunding, alors qu'il ne s'agit pas vraiment d'un jeu de société, donc on va aller quand même assez rapidement. Il s'agit cette fois-ci de Cyberpunk Unfolds, Immersive Sci-Fi Escape Game. Et oui, Escape Game, comme à chaque fois avec Key Enigma, ce sont donc des Escape Games avec un matos plutôt soigné. On avait d'abord parlé d'eux pour justement Kalinasu, même si mes souvenirs sont bons, qui avait fait quand même 1200, puis 900, puis 1500 pour les deux projets suivants, mais c'est toujours sur le même modèle, donc du escape game avec, comment dirais-je, du matériel assez sympa, assez travaillé. Bon, ça reste des choses un petit peu one-shot, hein, généralement, bien sûr. Pas de VF qui plus est, même si vous en doutez, il n'y a pas de texte directement sur le matos lui-même, mais par contre, il y aura des comment dirais-je, des morceaux de scénario en fait à lire simplement, et donc si vous n'avez pas une certaine maîtrise soit de l'anglais, soit de l'espagnol, soit de l'allemand, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais donc, c'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, pour une durée de 2 heures, voire un petit peu plus, pour 14 ans et plus, et c'est donc un one-shot, donc sachez-le. Apparemment, il n'y a pas forcément besoin de tout dégommer, mais il y aura forcément un matériel un petit peu altéré malgré tout. Donc, ça reste un petit peu quand même le point faible de ce type de jeu malgré tout. Mais bon, ça, je pense que vous connaissez un petit peu. Il y aura aussi une petite extension qui sera incluse également, Nexus, qui vous permettra d'aller élargir un petit peu le champ des possibles et la durée de jeu également. Pour le reste, c'est comme d'habitude avec eux du pop-up, donc vous allez avoir des éléments de décor qui vont se dévoiler au fur et à mesure de l'aventure, et ça c'est plutôt charmant. Je trouve que généralement les projets de Key Enigma ont un vrai petit charme. Là pour le coup le cyberpunk m'attire beaucoup moins que les précédents, mais bon, au demeurant, ça a l'air d'être quand même relativement sympa, et puis bon, une bonne petite énigme de temps en temps, pourquoi pas. C'est pas forcément le type de jeu dont on est le plus friand ici chez les ludovores, mais bon, une fois comme ça pour tester, je serais pas contre. Pour ce qui est des pledges, le pledge de base est ici en Early Bird, c'est le jeu plus l'extension à 40 €. Ensuite, le jeu de base est à 35. Ensuite, Unfold Games, qu'est-ce que c'est que ça?
D'accord, c'est le game Cyberpunk plus l'extension plus The Game Crime Unfolds, donc une précédente sortie. Le tout pour 130 €, ça fait quand même une assez forte augmentation, c'est que Crime Unfolds devait être assez costaud. Et puis on a ensuite le all-in de la mort qui tue, c'est-à-dire tous les projets de Key Enigma à ce jour pour 280 €. Alors ça vous fait du coup pas mal de one-shot à faire, mais quand même 1, 2, 3, 4, 5 one-shot, le tout pour 280 €, c'est quand même pas donné, soyons honnêtes. Ensuite, pour les frais de port, 9 à 15 € pour l'Europe, sauf pour l'Espagne, un peu moins cher bien sûr, parce que c'est un projet espagnol, 15 € pour le Canada, et puis pour nous, 35 € de frais de port, ça pique un petit peu. Voilà donc pour ce qui est du nouveau projet de Key Enigma, à savoir Cyberpunk Unfolds, pas disponible en français, alors que je crois qu'il y avait quelques autres jeux de la série qui eux étaient disponibles en français, donc à suivre. Est-ce que ce sera dévoilé dans les jours à venir? Peut-être. En tout cas pour l'instant, 500 contributeurs approximativement, 28 jours avant la fin de la campagne et 23 000 € d'engrangés. C'était le dernier plat principal de la semaine. Il nous reste donc à traiter les 2 desserts de cette semaine, dont un est d'ailleurs pile poil dans le champ lexical du menu crowdfunding. Il s'agit bien sûr de Food Chain Magnet, bien sûr, le premier projet de ces desserts de la semaine et qui nous est offert, vous allez voir que c'est un bien grand mot, par Lucky Duck Games, qui fait donc son petit passage sur GameFound pour rééditer Food Chain Magnet avec une édition spéciale deluxifiée à outrance. On est sur un jeu très très lourd en termes de complexité, ça fait partie de ces jeux qu'on connaît tous au moins de réputation sur BGG, un jeu avec une complexité à quoi 4.2, 4.3 je crois, un jeu vraiment très 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 lourd. C'est un jeu qui nécessite bien du temps aussi, 3-4 heures je crois, 3 heures ici, donc potentiellement 4 heures pour une première partie au moins. Et c'est un jeu dans lequel vous allez développer en fait votre chaîne de restauration rapide dans les États-Unis des années disons 50, 60, de l'après-guerre, on va dire, un petit peu l'époque glorieuse du rêve américain quoi en gros. Et donc, fallait savoir aussi que avant le début de la campagne, il y avait approximativement, d'ailleurs je peux aller checker ça rapidement pour en avoir le cœur net, c'était ici, voilà, 20 000 abonnés à la page de Food Chain Magnet, et vous vous en rendez compte ici, il y en a à peine un dixième qui a converti ce follow, donc cet abonnement à la page de pré-campagne, en back, en soutien à la campagne. Ce qui est pas un super résultat pour être tout à fait honnête en fin de première semaine de campagne. Quand on a 20 000 abonnés à la page, en fin de première semaine, on peut s'estimer relativement satisfait si on a au moins 4-5 000 backs. Là, on en est quand même un petit peu loin, et il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est quand même que Lucky Duck a fait très très fort au niveau du prix, et pas dans le bon sens du terme. Alors, ceci dit, le jeu est financé, 700 000 € d'engrangés quand même déjà, c'est quand même pas mal, 12 jours avant la fin de la campagne. Et si vous faites une petite division, 700 000 par 2600, vous pourrez assez aisément imaginer que le prix du pledge est assez salé, bien sûr. Alors, Food Chain Magnet, petit résumé, c'est pour 2 à 5 joueurs, pour des parties donc de 3 heures et plus à mon avis. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu de stratégie économique, compétitif, essentiellement de ressources, de gestion de ressources, également de gestion de main. On va développer un peu son empire de, comment dirais-je, de fast-food, quoi, en gros. Et c'est actuellement le 38e jeu du top 100 BGG, ce qui est quand même une performance assez conséquente, dès lors qu'on sait qu'il s'agit quand même d'un jeu très très lourd, très complexe en termes de règles, puisqu'on est quand même sur du 4.2, 4.3, c'est rare qu'un jeu aussi expert, résolument expert, se place aussi haut dans le top 100 BGG. Donc du coup, pour le coup, Food Chain Magnet, il s'accompagne d'une réputation vraiment solide. Et en plus de ça, on a de la belle deluxification pour ce qui est de cette campagne, mais c'est aussi ce pourquoi les pledges sont très très chers. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que les 2 desserts cette semaine ont des prix, pour le all-in en tout cas, sensiblement comparables, pour un contenu assez différent, avec un qui est bien plus généreux que l'autre. Donc on va en parler un peu plus tard aussi dans le deuxième projet de ces desserts de la semaine. Alors, bien sûr, Food Chain Magnet, c'est un jeu qui a beaucoup de prix. Il est sorti en 2015, 14, je ne sais plus, et il a reçu quand même beaucoup de prix. C'est un jeu très populaire,
très long certes, très expert certes, mais qui a généralement très bonne presse, qui a très bonne réputation. Et en plus de ça, il revient cette fois-ci avec une édition deluxe, vraiment quelque chose qui enjolive l'expérience, qui lui donne vraiment une présence sur table, qui donne encore plus envie d'y jouer, de se jeter dessus, certes. Et d'ailleurs, je l'attendais pas mal, pour être tout à fait honnête, j'avais voté pour lui pour le sondage de la semaine parce que c'est un jeu qui a une telle réputation. Je l'aurais pas backé parce que clairement, je pense que même si on adore les jeux de cette ampleur, Xavier et moi, même d'ailleurs nos amis aussi, c'est clairement des jeux qui voient pas suffisamment le jour, qui sont pas sortis assez souvent pour justifier, pour moi en tout cas, pour mes finances actuelles, de backer à un tel niveau. Ici vous le voyez, hein, le Collector's Pledge à 300 boules, pour un jeu qui sortira une fois par an max, peut-être deux, c'est quand même un petit peu trop cher en termes d'investissement à mon avis. Quoi qu'il en soit, je vous disais donc la première raison qui à mon avis fait que la campagne marche pas si bien que ça, c'est que donc le prix est très cher. Alors de l'explication, c'est cool, très bien, il fallait faire de toute façon une petite mise à jour visuelle du jeu, ça ok, mais du coup là c'est trop de l'expliquer, il y a des éléments qui sont beaucoup trop gros, qui ne mériteraient pas forcément d'être aussi gros que ça, on aurait pu faire des économies d'échelle là aussi. Et puis deuxième point noir, c'est que la campagne est disponible uniquement en anglais, alors que c'est Lucky Duck Games qui a les antennes un peu partout, y compris bien sûr en France, et non, la campagne est exclusivement en anglais, ça c'est quand même vraiment dommage. Quoi qu'il en soit, repartons un petit peu dans la campagne. On vous met ici quelques petits éléments pour comparer un petit peu l'ancienne et la nouvelle version, avec par exemple ici l'ancienne version avec les cartes un petit peu old school qui avaient leur charme certes, et là on passe à la nouveauté avec des cartes revues un petit peu au goût du jour, mais toujours en conservant cet aspect un petit peu old school, et puis les éléments de, comment dirais-je, de ressources, on va dire, comme les hamburgers, les pizzas, etc., qui eux aussi ont revu un visuel refondu, on va dire, avec des petits tokens screen print qui gardent la forme d'origine, mais avec une apparence plus mémorable, plus facile à identifier, on va dire. Ensuite, on a plein d'éléments en 3D, ce qui n'était pas le cas dans le jeu d'origine non plus, avec des tuiles qui seront aussi 25% plus larges que dans le jeu d'origine. Et là, j'ai envie de dire, à quoi bon? On s'en foutait un petit peu. Est-ce que c'était bien nécessaire de faire un truc qui du coup coûte forcément plus cher aussi? On peut se poser la question. Vous aurez aussi un petit organiseur par Blackmagic, les concurrents de GameTrace, hein, ce sont d'anciens de GameTrace qui ont fondé Blackmagic, donc généralement on peut s'attendre à de la qualité, donc ça c'est plutôt cool aussi pour ce qui est du rangement et de l'installation bien évidemment, avec plusieurs couches d'ailleurs de rangement, ça c'est quand même très cool. Ensuite, les upgrades concernent aussi la monnaie qui sera apparemment assez proche d'un ressenti papier on va dire, et puis ensuite le gameplay en soi, eh ben il change pas. C'est-à-dire qu'on a gardé 100% du gameplay original, on est essentiellement sur de la deluxification et de la mise à jour visuelle. Ensuite, bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais version anglaise uniquement. Bon, ça c'est quand même vraiment craignos pour un éditeur qui a quand même tellement de langues à son actif. Pourquoi faire une campagne uniquement en anglais? Peut-être qu'à terme on aura une version francophone, je ne sais pas, mais en tout cas c'est dommage de n'avoir pensé qu'aux anglophones pour cette campagne. Continuons. Qu'y a-t-il dans la boîte de base? Beaucoup de choses. Je vous fais un petit passage en revue rapidement, mais vraiment il y a quand même beaucoup de matos, plus de 220 cartes, on a aussi pas mal de miniatures pour les différents restaurants, on a ensuite l'organiseur pour les différents employés que vous pourrez recruter, on a ensuite plein de tuiles pour la ville que vous allez agrémenter de tout un tas de nouveaux restaurants, etc. Encore plus de miniatures, bref, il y a quand même beaucoup d'éléments. Ensuite on a aussi les tokens avec le screen print pour les sodas, pour les hamburgers, pour les pizzas, etc. Donc vraiment de la belle qualité, avec des tokens assez épais qui plus est. Ensuite les billets de banque, hein, pour chacune des valeurs, donc 50, 10, 5 et 1 dollar, avec vraiment un ressenti, visuellement en tout cas, qui c'est vrai, ressemble à une belle liasse de billets. Ensuite, on a aussi des petits frigos double épaisseur, on a encore, quoi d'autre ici, des tokens de busy tokens, donc qu'est-ce qu'on pourrait traduire ça, d'occupation, d'état occupé. Bref, encore plus de contenu, des miniatures en 3D encore en plus, pour ne serait-ce que la piste de tour de jeu, l'ordre de jeu. Bref, vraiment de la deluxification à outrance. Ensuite, on a aussi une extension The Catch-up Mechanism and Other Ideas, donc une extension qui vient ajouter encore plus de gameplay, de nouveaux restaurants, de nouvelles tuiles, de nouveaux personnages, de nouveaux employés à aller recruter, donc encore plus de matos, encore plus de gameplay bien évidemment aussi. Ensuite, les pledges. Alors, je disais, le jeu de base, déjà,
160 €. Le jeu de base. Alors certes, il est très bien produit, on est sur une réédition remise au goût du jour, etc. Bon, d'accord, mais 160 € le jeu de base quand même. Et si vous voulez la Collector's Pledge qui vous permet juste d'ajouter à cela l'extension qu'on a vue tout à l'heure, ça fait quand même du 300 boules, c'est quasiment multiplié par 2. Qui fait ça, les gars, j'ai envie de dire. Mais qui fait ça? Bah du coup, Lucky Duck Games. Et c'est bien dommage. Parce que c'est un jeu qui vraiment nécessitait, je pense, d'être plus mis en avant au niveau des langues disponibles, et puis d'être quand même un peu plus abordable que ça quand même, parce que 300 boules pour un jeu et son extension, aussi lourd soit-il en termes de composants, aussi bien qu'en termes de complexité des règles, quand même 300 boules quoi, c'est vraiment très très cher. Bref, passons. Le how to play, je vais très rapidement. On a la phase de restructuring, pas facile à dire, dans lequel on va bien simplement choisir les différentes actions que l'on va choisir de faire pour le tour à suivre. Ensuite, l'ordre du tour de jeu va potentiellement changer d'un tour à l'autre. Ensuite, on a le Working 9-5 qui va vous permettre d'accomplir les différentes actions de vos employés. On a ici par exemple le Pizza Chef qui va vous produire 8 pizzas par exemple. Donc toutes les cartes auront des effets bien sûr qui leur seront propres. Ensuite, Dinner Time, on va servir justement la nourriture aux différents restaurants que l'on va servir pour gagner encore plus d'argent, pour ensuite faire le Payday, donc la journée de paye pour les différents employés, en essayant d'en tirer bien sûr un maximum de bénéfices malgré tout, malgré la paye aussi. Ensuite, on aura aussi des campagnes de marketing pour attirer encore plus de clients, le clean-up, etc. Et on recommence ainsi sur plusieurs tours, bien évidemment. Alors ensuite, continuons avec les frais de port. Pour l'Union Européenne, la majorité des pays en tout cas, c'est 15 à 18 €. Pour la Suisse, c'est 21 à 23, pas si différent pour une fois. Pour le Canada, apparemment, ça dépend de la zone dans laquelle vous êtes, 27, 32 ou 44, 65. Pour nous, au Japon, c'est 44, 62 € de frais de port. C'est assez onéreux en termes de frais de port pour nous au Japon. Mais bon, ici, tout est onéreux, pour être tout à fait honnête. Hein. Le Collector's Pledge à 300 € pour le jeu de base plus extension, c'est quand même pas donné. Mais bon, c'est tout pour Food Chain Magnate Special Edition, 2600 backers, 700 000 € d'engrangés. C'est quand même pas si mal, certes, soyons honnêtes, mais il y avait quand même moyen de faire beaucoup mieux et de faire quand même un peu moins cher. Et du coup, si vous n'avez pas vendu votre petite sœur et hypothéqué votre maison sur le pledge précédent, voici maintenant Nemesis Retaliation, le nouveau projet de Awaken Realms, le troisième et dernier épisode de la série de Nemesis, disponible en français durant la campagne qui plus est, et vous allez voir que là, en comparaison avec Food Chain Magnate, on en a pour son argent si on prend un all-in. Nemesis Retaliation, donc troisième et dernier épisode de la série, qui pour l'instant a déjà attiré 17 000 backers. Et bien tiens, on va faire la comparaison avec Food Chain Magnate. Food Chain Magnate avait 20 000 abonnés à la page, 2600 backers. Nemesis avait 60 000 abonnés, 17 000 backers. On est quand même sur à peu près un tiers d'abonnements transformés en back, contre approximativement un dixième. C'est quand même assez différent, vous en conviendrez. Et donc déjà pas loin de 4 millions de dollars sur cette campagne de Nemesis Retaliation pour Awaken Realms. En même temps, vous me direz, oui, Awaken Realms, c'est les gars qui possèdent GameFound, donc ils ont quand même une force de frappe en termes de marketing, etc. C'est quand même leur plateforme. Et puis bon, Nemesis, c'est un nom qui résonne dans la sphère ludique, bien sûr, depuis quelques années. Pour ce qui est de ce nouvel opus de Nemesis, Retaliation, donc la revanche on va dire, on est toujours sur un jeu semi-coop, qui peut aussi être joué en full coop bien sûr, pour 1 à 5 joueurs, pour des parties de 2 heures, dans un univers très orienté alien mais sans la licence, à savoir donc un jeu de survie, mais pas que, on est sur aussi un jeu avec des coups de pute, hein, bien sûr, enfin des coups de bip, vous ferez un petit passage en mute pour ceux qui regardent ça en famille potentiellement, désolé. Et puis donc, ils attaquent très fort avec ici les niveaux de pledge. Vous allez voir que on va avoir des niveaux de pledge bien plus intéressants quand même que sur le Food Chain Magnate, malheureusement pour Lucky Duck. Déjà la boîte de base, alors vous allez voir que la version GameFound, la version campagne de financement participatif est déjà bien plus conséquente que la boîte de version boutique, à 109 $ contre 189 prix en boutique
pour la version Deluxe de GameFound. Hein. Pour la version boîte de base boutique, ce sera bien sûr bien moins cher, mais on en parlera plus tard. Donc 109$ durant la campagne pour la boîte de base Nemesis Retaliation, boîte de base exclusive GameFound, attention. Hein. Ensuite, vous avez comme d'habitude avec eux une boîte qui est dédiée uniquement aux stretch goals. Donc vous allez avoir une boîte remplie de stretch goals gratos. Enfin, gratos, on comprend bien qu'il s'agit en fait d'une partie du prix de la boîte de base aussi qui est intégrée dans les stretch goals, mais bon, c'est présenté comme étant gratos. Donc pour une valeur de 109$ apparemment incluse dans la boîte de stretch goals. Donc oui, c'est conséquent. Ensuite, on a aussi une nouvelle race d'aliens qui n'était pas présente dans les 2 précédents opus, à savoir les Neo Flesh Cult, avec encore une fois bien sûr des miniatures qui vont avec. On a aussi un nouveau personnage ici avec le Bio Enhancement Expert. On a ensuite encore d'autres nouveaux personnages qui vont être ajoutés au fur et à mesure des stretch goals, j'imagine. Et puis on a aussi la Small Secrets Expansion, on aura plus de détails apparemment à venir bientôt, mais qui sera contenu dans le pledge aussi apparemment. Donc le tout pour 109$ apparemment, si j'ai bien compris. Avec, je le rappelle, encore la VF dessus. Hein. Pour rappel, Nemesis, premier du nom, est actuellement 11e dans le top 100 BGG, donc vraiment à quelques centimètres du top 10, c'est quand même assez conséquent, avec un jeu qui a 8.3 de moyenne sur 28 000 évaluations sur BGG, c'est quand même très conséquent, même si pour être honnête, avec Xavier et Fabien, avec lesquels on a joué à Nemesis, on n'a pas trouvé ça aussi formidable que ça en réalité. Bon, après on n'y a joué que 2 fois, c'est quand même peu, mais Xavier l'a revendu entre temps. Ouais, j'avais trouvé ça sympa, mais finalement, j'avais l'impression que toutes mes décisions étaient plutôt évidentes et que j'avais pas grand chose à faire d'autre que des trucs très évidentes, vraiment, pour le coup. Et j'avais fini en plus 20 minutes avant tout le monde parce que j'étais parti dans ma navette, j'avais fui comme le lâche que j'étais. Et j'avais gagné la partie, il me restait 20 minutes à regarder les autres jouer. Ensuite on avait Nemesis Lockdown, qui pour le coup est sorti plus tard, à une meilleure note, mais pour l'instant n'a pas suffisamment d'évaluation pour monter au même niveau, mais il est un peu mieux noté, donc potentiellement on pourrait le voir passer au-dessus de Nemesis dans les années à venir, dans les mois même à venir, et donc on repart sur le même concept avec Retaliation, le dernier épisode de la série, qui vient vous proposer un gameplay un petit peu différent. Alors, la boîte de base, qui sera, elle, en boutique, est à 65$. Pour ceux qui prendront la version GameFound, c'est donc à 109$. Et ça viendra avec un petit peu des éléments de luxification, bien évidemment. Plus la boîte de stretch goals, dont on a parlé tout à l'heure brièvement, et qui contiendra donc masse de contenu également. Alors d'abord, on va partir sur une phase de préparation, on va choisir son personnage ainsi que sa ceinture tactique, sa ceinture de gadget, un petit peu à la Batman on va dire. Vous allez choisir différents éléments avec lesquels vous allez partir à l'aventure, en gros. Et puis vous aurez bien sûr des éléments asymétriques en fonction du personnage que vous allez choisir. Il y aura des actions qui pourront ou qui ne pourront pas accomplir en fonction de leur profession, de leur spécialisation on va dire. Et ici vous avez donc votre ceinture d'équipement avec par exemple ici les cartouches de rechange pour Raken. Ensuite, vous avez un sac à dos dans lequel vous pourrez loger aussi des items. Vous aurez bien sûr des éléments double épaisseur pour loger de nouveaux items que vous aurez acquis par le passé. On a des tuiles de personnages. On a aussi un indicateur d'oxygène que vous voyez ici. Ensuite, on a aussi de nouvelles armes. Certaines étaient peut-être présentes par le passé, mais j'ai pas souvenir en tout cas d'avoir vu dans le premier épisode le Flamethrower, donc le lance-flamme. On a encore un RPG launcher, une sorte de lance-missile, bazooka quoi en gros, bazooka. Bref, on a plein de petites nouveautés. Voici les plateaux de joueurs, donc vous allez loger dessus votre personnage, et puis votre health track, votre piste de santé. Là c'est votre ceinture tactique, là les cartes que vous allez poser dessus, donc les items que vous allez choper au fur et à mesure de votre aventure. Bref, un jeu avec un très très beau matos, une très belle qualité de production. Les différents personnages que vous allez contrôler, ici, alors vous voyez qu'on incarne ici cette fois-ci des marines, qui cette fois-ci pour le coup, après les 2 premiers épisodes, savent exactement ce qui s'est passé et à quoi s'attendre. Donc on est sur des marines qui viennent pour défourailler de l'alien, hein, clairement. On aura donc l'officier que vous voyez ici, le capitaine, avec sa petite miniature vraiment très classe, comme souvent avec Awakened Realms, bien sûr, avec ses propres cartes, ses propres spécialités, et bien sûr, la symétrie qu'on connaît au jeu. Ensuite, Raken, qu'on a vu tout à l'heure. On aura aussi H Gun Operator,
qui a l'air de défourailler pas mal avec son arme qui a l'air d'être particulièrement lourde. Ensuite, le Combat Engineer. Bref, on a pas mal de personnages variés avec des éléments asymétriques assez intéressants aussi. Ensuite, on pourra aussi utiliser les personnages des différents épisodes précédents aussi. C'est une possibilité. Vous pourrez aussi, comment dirais-je, mélanger un petit peu les différents épisodes si le cœur vous en dit. Si vous pouvez imaginer des combinaisons qui vous semblent plus propices à réaliser votre mission. Les éléments de token, d'éléments d'équipement, enfin d'équipage, pas d'équipement, d'équipement, pas d'équipage du tout. Je raconte n'importe quoi. Ensuite, deuxième phase, après avoir sélectionné donc votre personnage, votre équipement, etc., vous allez partir dans une phase d'exploration. Vous aurez une zone d'atterrissage, et à partir de là, vous allez explorer la base qui s'offre à vous, avec notamment le nid des aliens. Bref, il faudra parcourir les différentes pièces qui vous séparent de vos différents objectifs. Alors comme dans les précédents épisodes de Nemesis, il y aura un agenda un petit peu secret pour chacun des joueurs, à moins que vous ne décidez de jouer en full coop, ce qui à mon avis reste possible légalement. Vous allez bien sûr acquérir de nouvelles... pas de nouvelles compétences, mais en tout cas de nouveaux équipements aussi au cours de la partie, qui vont vous rendre potentiellement plus puissant, vous amenant aussi à faire mieux face à vos adversaires potentiels, qu'ils soient d'ailleurs humains autour de la table, ou aliens. Ensuite on continue, il y aura aussi de nouvelles pièces qui n'étaient pas présentes jusqu'à présent dans le premier ou dans le second épisode, avec encore plus de nouvelles actions aussi. On voit par exemple ici la Drilling Station, make a new corridor from the room with the robots. Donc apparemment on pourra construire une sorte de nouveau couloir utilisant un robot pour ce faire, afin de connecter cette pièce à une autre. Bon, voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas forcément dans les épisodes précédents. Ensuite, les cartes, on a ici 40 corridors justement, on a 90 cartes d'items, donc d'artefacts en tout genre pour aller upgrader un petit peu les capacités de notre personnage, les petits standees de portes séparant les différentes pièces, des tokens en tout genre, y compris certains en acrylique pour le son justement, les flammes pour les incendies, ça reprend quand même pas mal ce qu'on a vu dans les deux premiers épisodes, ainsi que les tokens de panne de certains éléments du décor, certaines salles, etc. Ensuite, troisième phase, on aura Face the Horde, donc les différents aliens qui vont venir à l'assaut, simplement pour vous bouffer la tronche, en fait, hein, tout simplement, avec ici par exemple les Prime Bloods, The Hordes, donc une horde de vilains aliens pas très amicaux. Enfin, peut-être qu'en fait, dans leur culture à eux, ils veulent juste vous faire un gros poutou, mais c'est vrai que visuellement, ils ont pas l'air d'être si amicaux que ça, soyons tout à fait honnêtes. On continue, on a ici la reine des aliens, quand même très très classe en termes de miniature, même si elle est assez flippante parce qu'elle a pas d'yeux. Voilà. On continue, on a ici les drones, on a encore le drone pose numéro 2, drone pose numéro 3, il y a plusieurs poses différentes pour le même alien, c'est quand même très très classe. On continue, on a encore les aliens adultes. Il y a quand même beaucoup de miniatures, elles sont quand même généralement plutôt classe, faut être honnête. Mais on va essayer de continuer un peu plus loin pour plus d'éléments de gameplay ou au moins à quelque chose qui nous intéresse directement. Voilà, quatrième phase, Create Your Cinematic Story. Donc vous allez créer votre propre histoire en fonction des actions que vous allez choisir d'établir, de faire avec vos personnages. Est-ce que vous allez vous orienter vers une pure coopération ou est-ce que vous allez choisir de plutôt respecter votre propre agenda, quitte à ce que vos partenaires finissent pas forcément leur séjour de manière très satisfaisante, disons qu'ils auront peut-être affaire au service client, disons, hein, pour être tout à fait clair. Les objectifs d'ailleurs ils sont ici, hein, vous avez certaines cartes d'objectifs donc secrets que vous pourrez découvrir durant la campagne. Ensuite continuons un petit peu, les éléments de combat que l'on voit ici qui sont plus ou moins similaires quand même à ceux des deux premiers épisodes. La façon d'utiliser les pièces qui n'a pas trop changé non plus apparemment, les différentes façons de s'échapper qui encore une fois sont des choses qu'on a déjà vues aussi dans les deux premiers épisodes. Je ne saurais pas exactement vous dire hein, ce qui vient changer fondamentalement dans cet épisode par rapport aux deux précédents. J'imagine qu'il y a des petits twists que j'ai pas vus parce que simplement j'ai pas suffisamment joué au premier et pas du tout joué au second, mais forcément que Awoken Realms a bien bossé son projet et nous a pondu quelque chose de suffisamment suffisant pour permettre d'avoir une sortie qui vaille la peine d'exister. Alors, on passe au niveau pledge.
On a ici le Nemesis Retaliation Collector's Pledge, donc c'est en gros l'espèce de all-in de Retaliation, donc de ce nouvel opus, le tout pour 5,89 $. Ensuite, on a Nemesis Retaliation Core Pledge, donc la version boutique à 65 $, plus les stretch goals bien sûr, ou la version Game Fan, donc la version deluxifiée un peu plus conséquente, un peu plus épaisse, à 109 $. Et ensuite, et donc c'est là que le bas blesse pour Food Chain Magnet, pas pour Nemesis, c'est qu'à 345 $, donc pour un prix relativement similaire à celui de Food Chain Magnet All-in, là où Food Chain Magnet avait le jeu de base et une extension, ici on vous propose le Nemesis Trilogy Pledge. Avec miniature, on aura le jeu de base, Lockdown, donc le second épisode, Retaliation, le nouvel épisode, ainsi que des extensions. Ce sont les extensions, j'imagine, de 7 épisodes, j'imagine, à moins que ce ne soit que les miniatures, je ne sais plus. Bref, on a quand même 3 jeux complets, pas seulement une extension, 3 jeux complets, plus des miniatures, plus des extensions, 345 $. Pour le coup, c'est vrai que ça donne quand même plus envie que ce que nous a pondu Food Chain Magnet pour sa campagne. Alors certes, il n'y a pas toutes les extensions, hein. Je crois que Nemesis, premier du nom, ou le second d'ailleurs, un Lockdown, avait quelques extensions qui ne sont pas présentes, je crois, ici, à confirmer. Donc il n'y a peut-être pas la totalité, mais quand même 3 jeux complets, plus d'extensions, plus des miniatures dans tous les sens, 345 $, ça reste quand même plus intéressant à mon avis que le Pledge All-in de Food Chain Magnet, même si fondamentalement Food Chain Magnet m'intéresse plus. Ensuite vous avez des add-ons pour aller choper éventuellement ce qui pourrait vous intéresser, notamment des petits packs de terrain en miniature pour aller agrémenter votre jeu, hein, deluxifier encore un petit peu plus si c'est nécessaire. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. On a ensuite des add-ons pour Lockdown, donc le second épisode, avec par exemple les stretch goals, avec par exemple Lockdown New Kings. On avait aussi des éléments pour Nemesis premier nom, avec des extensions également. Un nouveau personnage, le Medic, qui était déjà présent dans la campagne, mais qui était une exclusivité Game Fan, si mes souvenirs sont bons à l'époque, et qui revient pendant cette campagne. Bref, les petites extensions qui sont disponibles durant la campagne également. Ensuite, on continue, on va pas faire tous les stretch goals, on s'en fout un petit peu, on va passer directement aux frais de port, si je peux les trouver. Mais d'abord, peut-être le Sundrop Highlights, parce que oui, vous aurez encore une fois l'option de prendre les miniatures avec l'effet de lavis directement pour ceux qui ont un petit peu la flemme de peindre éventuellement. C'est quand même général plutôt très classe. Et donc, les frais de port, si j'arrive à les trouver, ce qui n'est pas garanti, ça devrait quand même être trouvable normalement. Voilà, c'est ici que ça se passe. Ok. Donc je répète encore une troisième fois, hein, mais bon, c'est toujours bon de le savoir, que la VF est disponible durant la campagne, même si potentiellement, comme souvent avec Awakened Realms, on aura une vague de livraison un peu plus tardive que pour l'anglais. On voit ici d'ailleurs un Language Versions will be shipped 6 months later, donc 6 mois plus tard, voire peut-être même 1 an plus tard pour la VF. Alors ensuite, on aura comme d'habitude du single shipping ou du split shipping. Donc vous pourrez prendre la livraison de tout ce que vous commandez en une seule fois ou en 2 fois par exemple. Par exemple ici, pour le split shipping, vous recevrez toutes les nouveautés de Retaliation en deuxième vague, en avril 2025, donc c'est quand même pas pour tout de suite. Et par contre, tout ce qui est sorti précédemment, vous le recevrez en octobre 2024. Donc même ce qui est déjà sorti par le passé n'arrivera qu'en octobre 2024. Donc bon, il ne faut pas être pressé. Plus 6 mois pour la version qui n'est pas en anglais. Donc faut être patient avec Awakened Realms. Pour ce qui est du single shipping, en Europe, ça va de 28 à 55 $. Pour le Canada, 25 à 55. Pour l'Asie, on est en 1 ou en 2 ? On doit être en 2 à mon avis. Ouais, on est en 2. Donc 43 à 114 $ de frais de port pour le Japon, ça pique méchamment. Pour ceux qui veulent du split, éventuellement c'est 50 $ pour l'Europe, 65 pour le Canada, 67 pour l'Asie numéro 1, donc la Chine, et 125 pour le Japon, ça pique méchamment aussi. Donc les frais de port par contre sont un peu moins amicaux qu'on aurait pu l'espérer. Voilà donc pour Nemesis Retaliation, dernier épisode de la série de Nemesis de chez Awakened Realms, avec encore une fois un énorme succès. Ils ont bien fait parler la poudre, il y en a de partout, hein, sol, plafond, moquette. C'est du Awakened Realms, hein, vraiment, c'est dans leurs œuvres. Ils font un énorme résultat, et à 19 jours qui nous séparent de la fin de la campagne, on peut espérer que dans l'intermède, on ait presque le double de backers en réalité sur la campagne. Je pense qu'on aura au moins 30 000, potentiellement 35 000,
d'ici la fin de la campagne, c'est quand même assez énorme pour donc Nemesis Retaliation, le nouveau projet de Awaken Realms. Et ma foi, c'est à peu près tout pour ce qui est du menu de cette semaine, qui sera donc un poil plus court, et c'est tant mieux, ça fait aussi moins de montage. Je suis à 1h16 d'enregistrement, donc ça va, on est quand même pas trop mal. Voilà, c'est tout pour cette semaine, et donc, avant de vous quitter, vous avez peut-être entreaperçu quelques nouveaux jeux dans la collection. D'abord, Senjutsu, vous l'avez déjà vu il y a quelques semaines, il était ici à la place de Beast. Je l'ai laissé là parce qu'en fait, on l'a sorti encore aujourd'hui avec Xavier au boulot. Bon, pour l'instant, sans faire de spoiler, ça tient plutôt bien ses promesses, c'est plutôt cool, pour le peu qu'on a pu en voir pour l'instant. Mais également, Beast, qui a fait son arrivée la semaine dernière, il y a 2 semaines environ, qu'on n'a pas encore eu le temps de tester, qui est une copie presse, que je devrais ensuite faire suivre à un éditeur japonais. Et puis également, juste derrière moi, ici, vous voyez Sweet Mess, vous l'entreapercevez, qui est un jeu qui a connu des méandres pas forcément très très simples après une première campagne sur Kickstarter il y a de ça 5 ans je crois. La campagne n'avait jamais été suivie d'une sortie véritable du jeu, puis Fantasia Games, donc l'éditeur derrière Unconscious Mind, avec sa branche familiale qui s'appelle Pika Games, l'a repris et a finalement livré le jeu au backer. Et là encore une fois, copie presse. On nous l'a envoyé parce que donc on a fait la vidéo sur Unconscious Mind à l'époque, et du coup ils nous ont dit si vous pouviez éventuellement présenter Sweet Mess à la communauté francophone, ce serait cool. Donc voilà, on en a fait déjà une première partie cette semaine avec Xavier. On entend en avoir 3-4 en plus, de tester avec différents nombres de joueurs. Pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal du tout. La thématique nous attirait pas outre mesure. Le visuel fait très appli de mobile. Pas forcément quelque chose qui nous attire particulièrement, mais c'est plutôt réussi. Le matériel est plutôt classe aussi. Et en termes de gameplay, c'était plutôt pas dégueu du tout. Donc on attend d'avoir quelques parties en plus dans les pattes pour pouvoir vous en parler plus en détail. Du coup, je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi pour ce nouveau menu crowdfunding, qui était relativement léger. Vous allez voir que celui de la semaine prochaine est encore plus léger, bien sûr. N'hésitez pas à laisser le petit like, le petit abonnement qui va bien si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. On se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludors, avec Xavier peut-être d'ailleurs. Et d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine!